Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo qui ne sera ni une review, ni une preview, et encore moins un vlog, puisqu'on va tenter de faire un état des lieux du tennis de table à l'aube de 2026. Alors bien sûr, vous vous en doutez, ça va être très compliqué d'aborder tous les aspects de ce formidable sport. On va pas pouvoir parler de tous les joueurs, de tous les pays, de toutes les compétitions, mais on va se concentrer sur certaines choses qui, selon moi, sont assez importantes et qui en disent long sur l'état de notre sport à quelques jours maintenant de l'année 2026. Voilà, on a vécu une saison 2025 chargée avec beaucoup de choses, à la fois positives et parfois aussi négatives malheureusement, mais c'est comme ça arrive et il faut faire avec. Donc voilà, quelques jours de 2026, je vous propose qu'on analyse, qu'on tente d'analyser un peu la situation globale et qu'on essaye de savoir ce qui va se passer pour 2026 et qu'on explore, pourquoi pas, quelques pistes d'amélioration. Dans cette vidéo, je vais parler pour trois échelles. Alors, on va commencer par la France, ensuite l'Europe et pour finir le monde. Je pense que c'est intéressant d'analyser ces trois échelles parce qu'il y a des évolutions dans les trois et que c'est pas forcément les mêmes et qu'il n'y a pas forcément les mêmes enjeux partout au même moment du moins. Donc voilà, on va partir là-dessus je pense et ça va être intéressant. J'espère que vous allez apprécier cette tentative d'analyse. Hein. Bien sûr, je ne suis personne pour juger et pour donner mon avis plus ou moins, mais je le donne quand même parce que c'est ma passion et je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord peut-être avec des choses que je dis. En tout cas, je l'espère. Pour vous donner un peu l'eau à la bouche, hein, voilà, rapidement, on va parler de certains joueurs, des calendriers, des choix de calendrier de certains joueurs, donc du circuit WTT, de la Ligue des Champions, des droits de diffusion, voilà, de plein de choses. Donc voilà, installez-vous, prenez du popcorn, mettez-vous fin bien, et on est parti. On commence donc avec ce qui est plus proche de moi, plus proche de nous, je pense, si vous êtes sur cette vidéo, la France. Je ne vous apprends rien, le marché du ping est en train d'exploser en France, et ce depuis quelques années, hein, avec l'arrivée des frères Lebrun forcément, et aussi, je dirais, l'acquisition des droits par RMC Sport, hein, les droits de la WTT surtout. Voilà, les frères Lebrun qui ont vraiment donné un coup de boost au ping parce que ils ont réalisé des exploits. Pour moi, le point de bascule, ça a été en 2023 avec coup sur coup, la victoire d'Alexis Lebrun face à Fan Zhendong au WTT Champions de Macao, et la victoire de Félix Lebrun aux Jeux Européens. Voilà, à ce moment-là, les gens se sont dit, ah ben ces mecs-là, en fait, ils peuvent être très forts, ils peuvent apporter des médailles et vraiment nous donner envie de regarder ce sport. Donc, il y a de plus en plus de gens qui ont commencé à regarder, et ça a porté ses fruits parce que début 2024, et ça je pense que vous le savez tous, RMC Sport fait l'acquisition des droits de la WTT et commence à diffuser tous les matchs sans exception ou presque. Et là, c'est le début vraiment d'une belle ère pour le ping en France, j'ai envie de dire, même si il y a d'autres facteurs qui expliquent ça, bien sûr. Et parmi ces autres facteurs, il y a bien sûr les Jeux Olympiques de Paris 2024, voilà, qui ont été un grand succès, et pour la compétition en général, bien sûr, et pour le sport en France, et aussi bien sûr pour le ping, hein, qui n'a pas échappé à la règle. Une hausse de licenciés exceptionnelle avec des différents records, voilà, je vous les affiche à l'écran. Et les frères Lebrun qui ont montré qu'ils étaient capables d'apporter des émotions et des médailles surtout au sport français. Et voilà, je pense que c'est ce que les spectateurs recherchent. C'est des joueurs qui les font vibrer, qui sont capables d'aller loin dans les tournois, même s'ils gagnent pas tout le temps. Bah, voilà, ils sont capables parfois de coups d'éclat, et ils nous ont montré qu'ils en étaient bien capables. Et je pense que ça a aussi joué un rôle dans la hausse de popularité de ce sport. Autre preuve, à part le nombre de licenciés qui a explosé, c'est l'organisation du WTT Champions de Montpellier. Voilà, c'est pas rien. Qu'un si gros tournoi vienne s'installer en France et en plus à Montpellier, même pas à Paris, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et plus récemment, il y a aussi les feeders de Lille et d'Annebon qui ont été annoncés, qui vont bientôt se tenir. D'ailleurs, je serai à celui de Lille, donc en tant que joueur, hein, bien sûr. Donc voilà, si vous me croisez, n'hésitez pas à m'interpeller, ça sera avec plaisir que je pourrai discuter avec vous. Je sais pas pour qui je me prends, mais voilà. Et oui, donc l'organisation de ces tournois, ça montre vraiment qu'il y a un développement du ping en France, et c'est génial. Pour continuer avec la France, on va un peu plus s'attarder avec les joueurs. On va commencer par une stat qui a été relayée pas mal de fois sur X. Je vous mets à l'image le tweet de Choalé justement. C'est le nombre de Français dans le top 100 mondial. Voilà, il y en a 10, donc 10% c'est quand même pas mal du tout. C'est un record bien sûr. Et voilà, là encore, un nouveau record battu grâce à l'explosion du ping en France depuis, on va dire, 2023-2024 avec une belle hausse. Donc
Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Non, on va parler des joueurs un petit peu, voilà, donc dans le top 10, on a quand même les locomotives, et la locomotive, j'ai envie de dire number one, c'est Félix Lebrun. Cette année, il a été vraiment bon toute une partie de saison. Voilà, au début, c'était un peu compliqué. Je vous refais pas l'histoire à cause de son changement physique. Mais après, il a vraiment assuré. Et il y a des moments où il a atteint un niveau de jeu exceptionnel. Je pense notamment à la demi-finale de l'US Smash contre Wang Chushin, où elle a été super bon. Voilà, il passait vraiment à rien de le battre. Pareil, le China Smash, bon, il perd en finale sèchement, mais avant ça, il a eu un niveau de jeu énorme. Au championnat d'Europe, par équipe, il perd pas un match. À la Coupe du Monde mixte, pareil, il est presque injouable. Donc voilà, on voit que Félix, parfois, il peut toucher les étoiles, et c'est arrivé assez souvent depuis la deuxième partie de saison 2025, donc hâte de voir ce qu'il nous réserve avec 2026. Qui dit Félix Lebrun dit aussi bien sûr Alexis Lebrun. Alexis qui a eu une saison assez particulière, tronquée par les blessures. Là encore, je ne vais pas vous raconter l'histoire, hein, la main cassée après les championnats de France. Donc ouais, saison assez compliquée et assez inédite, j'ai envie de dire. Et on espère qu'elle sera unique dans sa carrière. Mais malgré cette blessure, il y a eu des moments où Alexis a vraiment très bien joué et a montré qu'il faisait partie des tout meilleurs joueurs du monde avec Félix, justement. Il y a eu bien sûr le top 16 à Montreux où il a gagné, la demi-finale au Singapour Smash, le WTT Champions Montpellier où il fait demi-finale vraiment pas mal, hein. Il perd que contre Beauregard qui était injouable cette semaine-là. Donc voilà, et puis là, au finals, il bat Dankyu, ce qui est quand même pas mal, preuve d'un bon niveau, parce que Dankyu, il jouait pas mal du tout ces dernières semaines. Donc voilà, on voit qu'Alexis, il revient très très bien, et pareil, hâte de voir ce qu'il nous réserve en 2026, parce que s'il continue sur la lancée dans laquelle il était parti fin 2025, ça peut faire très très mal et très très vite. Non loin des frères Lebrun, celui qui s'en rapproche de plus en plus malgré l'âge qui commence à se faire grandissant, Simon Gauzy. Simon qui a réussi à revenir dans le top 20 malgré un passage aux alentours du top 50 en mars-avril, il me semble. Donc ouais, Simon qui fait une super saison lui aussi, même si il n'a pas de gros titres, il fait quand même demi du Smash en Europe, ce qui est exceptionnel. Et pareil, de super matchs, plein de spectacles. Franchement, Simon, super saison. Il revient dans le top 20 de manière autoritaire et c'est franchement mérité. Donc bravo à lui. Et pareil, encore une fois, hâte de voir ce qu'il nous réserve en 2026. Derrière le top 3 qui pour moi est clairement au-dessus de tous les autres joueurs français, on a quand même de très bons joueurs et de très bons prospects avec Thibaut Poré et Flavien Coton qui sont tous les deux rentrés dans le top 50 cette saison. Voilà, je pense que pour eux, l'objectif la saison prochaine, ça va être de se rapprocher du top 30, de jouer les Champions tout le temps, et ça serait vraiment un bel accomplissement, parce que c'est deux super joueurs qui ont une progression assez rapide, qui sont encore très jeunes, et qui mériteraient de vraiment titiller les plus grands joueurs régulièrement en jouant les Champions, parce que, on l'a déjà vu, ils sont capables de battre de très très bons joueurs. Un tout petit peu derrière eux, Lilian Bardet qui a lui aussi fait une belle saison avec notamment un super US Smash où il perd juste contre Félix Lebrun en quart. Il a battu Liang Jinkun et d'autres bons joueurs, je me souviens plus lesquels, mais il a vraiment fait un bon tournoi. Et voilà, ça lui a permis de rentrer dans le top 50 lui aussi. Donc voilà, faut qu'il essaye de rester dans ce top parce que franchement ça lui va bien et quand il est en forme, il joue clairement top 50, voire même top 30 parfois. Un peu plus loin derrière au classement, on a ce que j'appelle les seconds couteaux, et c'est pas péjoratif du tout bien sûr, avec Joey Seyfried, Léo de Nodrest, Florian Bourrasso et Jules Roland, voilà, tous les quatre aussi dans le top 100, donc c'est vraiment exceptionnel. Alors on parle quand même de joueurs dans le top 100 mondial, c'est une prouesse incroyable, d'en avoir 10 c'est exceptionnel, et ces quatre-là, ils sont aussi très très bons, bien sûr. Ils font pas les Champions, ou vraiment très rarement, pas les Smash, mais ils sont quand même très bons dans les contenders, dans les feeders, et c'est des tournois au niveau quand même assez relevé. Donc voilà, il faut souligner leur performance parce que c'est des joueurs qui s'accrochent, qui n'ont pas tout le temps autant la lumière que les autres, et qui malgré tout continuent de s'entraîner, continuent de voyager un peu partout dans le monde pour aller faire des tournois, aller chercher des points, un peu d'argent aussi forcément, même si ça paye pas très bien, hein. Le circuit secondaire c'est encore pire qu'au tennis, c'est vraiment bah, mal payé. Donc voilà, raison de plus pour souligner tous les efforts de ces joueurs qui aussi participent au nivellement vers le haut du ping français, j'en suis sûr. Et si pour l'instant je ne me suis concentré que sur les garçons, je n'oublie pas les filles, bien évidemment, même si chez les filles, c'est pas autant glorieux que chez les garçons, mais on a quand même de très bonnes joueuses, hein. Gianna Nguyen, Priti Kapavad, voilà, je vous les présente pas.
de joueuses du top 30 qui font toujours les champions, qui passent pas toujours des tours et qui vont pas toujours super loin dans les tournois, hein. On sent que la rivalité face aux Asiatiques, elle est vraiment compliquée, mais elles s'accrochent, elles sont toujours là, parfois elles sont capables d'exploits, mais bon, ça arrive malheureusement un peu trop rarement, surtout quand on voit ce que sont capables de faire Alexis, Félix et Simon aussi même. Donc ouais, les filles, il faut continuer de s'accrocher, je pense. Il y a des clés qui peuvent arriver, des clés qui sont parfois là, profiter des chances qu'elles ont de progresser face aux meilleures joueuses du monde, surtout pour Pritika, parce que bon, Janan, elle a quand même un certain âge, ça m'étonnerait qu'elle fasse encore 15 ans sur le circuit, quoique, on verra bien. Mais oui, vraiment, continuer à prendre de l'expérience pour Pritika, elle est très jeune, hein, je crois qu'elle a 20 ou 21 ans, donc continuer comme ça. Et en plus, derrière, il y a Charlotte Lutz. Charlotte Lutz qui est installée dans le top 100 maintenant assez confortablement, j'ai envie de dire, et qui a fait une très très bonne Coupe du Monde mixte, qui a montré un jeu vraiment très intéressant, un niveau de jeu très intéressant, et qui, je pense, peut peut-être cette année intégrer le top 50, et pourquoi pas se rapprocher du top 30. Je mets une petite pièce sur le top 40, top 30, et une bonne perf en Smash cette année pour Charlotte. Je sens que 2026 peut être son année. Et derrière, bon, c'est un peu plus compliqué. On a Camille Lutz, Audrey Zarif et Léana Auchard qui sont entre la centième et la 200e place mondiale. Bien sûr, c'est exceptionnel, hein, pour tout être humain normal. C'est incroyable d'être à ce niveau-là. Mais quand on voit les autres, forcément, on se dit que c'est un peu en dessous. Mais bon, elles sont encore jeunes toutes les trois. Surtout Léana qui arrive seulement depuis 1 ou 2 ans sur le circuit adulte. Donc oui, des espoirs, bien sûr, il y en a. On espère qu'elles vont prendre l'exemple que donnent les garçons, j'ai envie de dire, pour essayer de se rapprocher de la centième et mieux. Donc voilà, à voir avec plein d'espoir et plein d'envie pour 2026. Allez, petit point mode rien que pour vous, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui apprécient. Aujourd'hui, qu'est-ce que je porte? Je porte une petite veste Stiga, très très stylée, merci papa. Et oui, juste petit point pour dire que, voilà, globalement, les maillots de l'équipe de France, la Tibar, les 4, très très beaux. Franchement, j'ai envie de dire un sans faute. Et pour les maillots des frères Lebrun, c'est pareil, magnifique, tous presque. Et malheureusement, Andro, c'est un peu en dessous, hein. Franchement, le maillot là, il est vraiment pas beau. Je préfère largement celui-ci, donc s'il vous plaît, Simon, il y a qui d'autre en France là? Je sais plus, mais Simon, Jules Roland, je crois. Arrêtez, s'il vous plaît. Mettez le bleu et vert, s'il vous plaît. L'autre, franchement, il fait mal aux yeux, hein. Retour aux choses sérieuses. Andro, je ne vous en veux pas, hein, j'ai rien contre vous. Voilà. Mais on repasse aux choses sérieuses. On va maintenant parler de l'Europe et pas des joueurs. On va parler des compétitions. Voilà, si on parle des joueurs, c'est vraiment trop long. Il y a trop de joueurs, hein, vous vous doutez bien. Donc on va parler des compétitions et notamment le top 16, les championnats d'Europe, mais aussi la Ligue des Champions. Le top 16 européen, chaque année, il a lieu à peu près fin janvier, début février. Donc ça, c'est cool, que ce soit une période fixe dans l'année, je pense que c'est très bien, c'est une très bonne chose que le calendrier des joueurs soit fixe, comme ça ils peuvent s'organiser à l'avance, et même pour les spectateurs c'est cool, ça fait un rendez-vous annuel, on sait qu'à chaque fois, ce week-end-là, on pourra regarder ça, c'est trop cool. Par contre, le petit problème, c'est que c'est toujours au même endroit. Pourquoi c'est toujours à Montreux? Alors si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais bah, arrêtez, pourquoi vous faites à Montreux? La Suisse, en plus, c'est pas un pays de ping, alors je sais bien qu'il faut que tout le monde ait sa part du gâteau et que tout le monde puisse voir des compètes, hein, y a pas de souci là-dessus, mais pourquoi toujours dans le même pays? Je comprends pas. Tous les tournois européens ou presque changent, enfin les championnats d'Europe, c'est toujours à des endroits différents. Pourquoi là le top 16 toujours faire à Montreux? Je comprends pas. À la limite, si vraiment il y a une attache particulière avec ce lieu, bah faire une année sur deux ou une année sur trois, sur quatre, j'en sais rien. Mais ouais, je comprends pas pourquoi ils changent pas de pays. Aucune idée. Si vous avez la réponse, franchement, je suis preneur. Mais sinon, au niveau du format, c'est super bien, très, très cool à regarder, condensé sur 3 ou 4 jours, je crois. C'est vraiment cool. Quand la diffusion est bonne, franchement, c'est trop bien regardé ce tournoi, il est génial. Un format qui, quant à lui, est bien moins lisible et agréable en tant que spectateur, c'est la Ligue des Champions. C'est absolument incompréhensible. Qui joue contre qui, quand, où, franchement, c'est à n'y rien comprendre. Je pense qu'il faut soit une grosse refonte du format, soit
une grosse amélioration en termes de communication de la part de la ETTU. Parce que là, franchement, c'est incompréhensible. En plus, on a quand même de super joueurs qui arrivent dans la Ligue des Champions. Fan Zhendong, c'est pas n'importe qui. Donc, je pense qu'ils devraient faire un petit effort quand même pour qu'il y ait plus de spectateurs, même si peut-être que dans d'autres pays, il y en a beaucoup plus. Mais j'ai l'impression qu'en France, c'est vraiment secondaire, voire tertiaire. Donc, non, je pense qu'ils devraient peut-être, selon moi, suivre un peu la China Table Tennis Super League, la CTTSL, où eux, enfin, là c'est clair, ils ont, je sais plus, 2 ou 3 phases un peu de championnat, et à la fin, il y a les playoffs. Bah voilà, je pense qu'ils devraient faire ça avec des champions sur une semaine ou, je sais pas, 5 jours. Tous les joueurs viennent au même endroit, ils font une année par pays, et puis voilà, c'est très bien, et puis ils jouent tous les uns les autres, et puis à la fin du classement, t'as le top 4, et le top 4 se joue, demi-finale, et voilà, c'est très très bien comme ça. Bon, le seul problème, c'est que forcément, du coup, ça serait sur des semaines où il n'y a pas de WTT, et il y a de grandes chances que ça se chevauche avec la Super League chinoise. Donc il y aurait moins de Chinois peut-être dans la Ligue des Champions, mais bon, faut savoir faire des concessions aussi, hein. Je pense que il y a un truc à jouer avec la Ligue des Champions. En plus, la marque Ligue des Champions, elle est quand même forte dans le monde du sport. Donc, je pense que ouais, il devrait peut-être revoir un peu le format parce que c'est vraiment dommage qu'une compétition qui peut être aussi prestigieuse euh, passe un peu à la trappe pour le grand public. Je parle bien sûr pour le grand public, hein, les très initiés, ils savent regarder tout ça, voilà. Moi, je suis pas grand public, mais je suis pas non plus un expert, je suis pas un fou du bus, hein, donc c'est pas super clair pour moi. Je pense que ça l'est pas non plus pour beaucoup de gens. Ouais, je pense qu'une refonte ou un changement ou alors plus de communication, ça ferait pas de mal à la Ligue des Champions. Et bon, petit point rapide pour les championnats d'Europe parce que j'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est top, en vrai, ça c'est bien. Il y a une bonne communication, la diffusion en général, ça va. Bon, après, ça, c'est pas trop la faute de l'ETTU, donc voilà. Mais les lieux changent, ça se répartit bien entre les pays. En plus, la France gagne beaucoup chez les garçons. Donc, non, trop bien. Championnat d'Europe, c'est génial. Même si, bien sûr, on attend peut-être une édition en France. Pourquoi pas? À Paris? Non? Si, peut-être. On passe maintenant au monde entier et on va parler bien sûr de la WTT. L'année 2025, ça a été l'année la plus fournie en termes de nombre de tournois. Voilà, pour la première fois, on a eu 4 Smash et j'ai trouvé que ils étaient assez bien répartis sur l'année. On a eu le Singapour Smash au début de l'année, mais pas trop tôt non plus. Donc il y a eu quand même quelques semaines où les joueurs ont pu reprendre un peu de rythme. Le Singapour Smash, du coup, super bien timé. Ensuite, on a eu une petite pause de Smash, j'ai envie de dire, avec la Coupe du Monde et les championnats du monde, donc c'est normal, hein, de très gros tournois, de très grosses échéances pour tous les joueurs. Ensuite, on a eu l'été très intense avec le Smash des États-Unis, plutôt réussi, dans mon souvenir, c'était vraiment bien. Ensuite, l'Europe Smash, la grande réussite, qui s'est enchaînée plus ou moins avec le Smash des États-Unis, donc c'est cool d'en avoir deux rapprochés, pas trop collés non plus, mais rapprochés, c'est vraiment sympa. Et après, quelques semaines plus tard, on a eu le China Smash, donc en octobre, pour vraiment bien finir l'année. Et je trouve que, ouais, franchement, la répartition des quatre, elle est top. Et c'est quelque chose qui doit s'installer, selon moi, sur la durée pour le bien des joueurs, des spectateurs, et pour le développement du ping, parce que, voilà, on le voit au tennis, le fait d'avoir ces rendez-vous comme ça chaque année, c'est quelque chose de très important et ça rentre dans le cœur des gens et dans l'habitude des gens petit à petit. Et c'est ça qui peut faire passer le ping dans une autre dimension encore dans les années à venir. En ce qui concerne les Champions, on en a eu 6 l'année dernière, on en aura 6 cette année aussi, donc ça c'est pareil, c'est trop bien. Le fait que ça soit la même chose d'année en année, c'est vraiment super. Il y a un petit changement cependant, il y a le Champions d'Incheon qui avait lieu fin mars, début avril, qui a été squeezé pour être remplacé par le Champions de Doha, qui lui aura lieu en tout début d'année, c'est bientôt, c'est dans une semaine à peu près. Il y aura une vidéo, je pense d'ailleurs. Donc ça, je pense que c'est bien. Commencer par un Champions, c'est cool. On commence l'année sur les chapeaux de roue. Et oui, c'est vrai que le Champions d'Incheon, bon, il était sympa à 2 ans, c'était cool. Mais oui, fin mars, début avril, les joueurs commençaient à se préparer pour la Coupe du Monde. Donc il y avait moins de gens l'année dernière surtout. Je pense qu'ils ont bien fait de mettre celui de Doha. Et ce qui est bien aussi avec là celui de Doha, c'est que ils nous font une mini tournée au Moyen-Orient, parce que après ce tournoi-là, il y a le Star Contender de Doha, donc c'est cool.
et le contender de Mascate. Alors, j'ai regardé tout à l'heure, il y a 1000 km entre Doha et Mascate, donc c'est bien. Les joueurs, ils n'ont pas trop d'aller-retour à faire. Ceux qui se positionnent sur les trois tournois, bah, c'est tout bénef pour eux. Donc, je pense que c'est le genre de choses que la WTT doit répéter de plus en plus, faire des genres de mini-tournées. On voit ça au tennis. Désolé de faire beaucoup de parallèles avec le tennis, mais je pense que faut vraiment s'inspirer parce que leur modèle de tournoi, voilà, il fonctionne quand même très bien. Donc oui, c'est vraiment cool de faire des genres de petites tournées. Il y a ça aussi l'été avec, enfin il y a eu ça cet été avec le Smash aux États-Unis, puis le Star Contender au Brésil et le Contender à Buenos Aires. Donc c'était vraiment cool d'avoir 3 tournois proches les uns des autres. Et pour nous, parce que ça met quand même une petite ambiance, et aussi pour les joueurs qui n'ont pas à faire 15 000 allers-retours à droite à gauche, et pour leur porte-monnaie, et pour leur fatigue. Et du coup, forcément, s'ils sont moins fatigués, le niveau de jeu augmente, et non, franchement, c'est le genre de truc qu'il faut continuer à faire. On a aussi ça un petit peu avec les Champions à Montpellier, Francfort. Bon, c'est pas à côté, mais c'est pas très loin non plus. Voilà, ça fait une petite tournée européenne, et ça, c'est vraiment sympa. Bon, je vais pas m'attarder sur l'organisation des Star Contenders et des Contenders, je vais plutôt vous parler des choix des joueurs pour participer à ces tournois. Voilà, j'ai regardé un peu le top 10, et parmi les joueurs du top 10, bah, ils participent pas tous de la même façon à ces tournois, enfin pas tous autant. J'ai regardé donc sur l'année dernière, pour faire gros, les Chinois et Beauregard, ils en ont pas fait un. Voilà. Est-ce que c'est un choix qui va rester le même sur les années à venir? On ne sait pas, mais ce qui est clair, c'est que voilà, les Chinois et Beauregard, ils en ont pas fait un. Eux, ils se sont uniquement consacrés euh, aux Champions, au Smash et aux autres compétitions mondiales et intercontinentales, donc la Coupe du Monde, Championnat du Monde et puis les championnats asiatiques, enfin voilà. Calderano, Félix, Alexis et Dankyu, eux, je les mets dans la même catégorie parce qu'ils en ont fait entre 2 et 5 à peu près, enfin ils en font quelques-uns quand même. Et c'est des choix qui sont réfléchis, j'imagine, on en parlera un petit peu après. Et la troisième catégorie de joueurs du top 10, bah, c'est Harimoto, Matsushima, les japonais. Les fous du bus, eux, ils en font plein tout le temps, ils n'arrêtent pas. Et les japonais en général, ils font énormément de contenders, de star contenders. Chez les filles aussi, Miwa Harimoto, je vous le mets à l'écran. Le nombre de tournois qu'elle a fait cette saison, c'est hallucinant. Et je trouve que cette différence de dynamique parmi les joueurs dans le choix de leur tournoi, bah, c'est assez intéressant en fait. Quand on regarde bien, Félix, surtout, je pense que je vais prendre cet exemple-là qui est assez parlant. Félix, il a fait le contender de Tunis cette année pour aller gagner des points, certes, pour aller gagner un peu d'argent aussi, mais aussi pour se remettre en confiance. Voilà, ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'il gagnait plus tout le temps, voilà, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas gagné de tournoi non plus, voilà. Euh, sur la scène mondiale, je parle. Hein. Et là, il est allé à Tunis, et pour reprendre des points, et pour rester quand même dans le classement et se réaffirmer en tant que joueur du top mondial, mais aussi voilà, pour reprendre de la confiance et pour reprendre une bonne dynamique. On a vu qu'Alexis avait fait ça aussi avant les JO. Donc lui, c'était plus vraiment pour la quête de points, pour comment dire, vraiment assurer sa place en simple face à Simon. Et voilà, on sent qu'en fait, chez les tout meilleurs joueurs, les contenders et les star contenders, c'est pas des tournois qui sont utilisés pour le prestige, ou c'est vraiment des tournois qui sont utilisés pour peut-être des points particuliers, aussi parfois peut-être pour travailler des schémas de jeu, enfin peut-être pas des schémas de jeu, mais des aspects de jeu. Et on voit par contre que Harimoto, lui, Tomokazu, hein, je parle, je comprends pas, il fait tous les tournois tout le temps, il s'arrête jamais. Alors je sais pas si il a juste envie de gagner un max de thunes, s'il a envie d'être numéro 1 mondial avec que des contenders et star contenders dans ses points, je comprends pas, mais il joue toujours bien, il est pas trop souvent blessé, enfin j'ai pas l'impression. Donc ouais, c'est assez surprenant, le mec va partout, peut-être qu'il aime bien juste jouer au ping en fait. C'est peut-être juste un mec normal. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que ce qu'on a observé l'année dernière, c'est peut-être en train de changer. Je m'explique. Lin Chidong et Liang Jinkun, ils se sont inscrits au Star Contender de Doha et au Contender de Mascate, alors que, bah, je vous le rappelle, l'année dernière, ils en ont fait aucun. Donc c'est assez curieux. Voilà, je me suis demandé, et j'ai peut-être trouvé un début de réponse pour Lin Chidong surtout. Lin Chidong, lui, faut savoir qu'il a pu gagner un tournoi depuis le Singapour Smash de l'année dernière. Alors c'était un Smash, donc voilà, si Félix ne gagne que un Smash dans la saison, c'est déjà génial. Mais Lin Chidong, voilà, pour les standards qu'il avait commencé à avoir avec sa fin de saison 2024, on peut se dire que juste le Singapour Smash, c'est pas assez pour lui. Donc
Saison 2025 en demi-teinte pour lui, j'ai envie de dire. Et là, je me dis, enfin, peut-être qu'il a envie de reprendre du poil de la bête, de se réaffirmer en tant que Chinois, enfin, vraiment de top, top, top joueur, parce que même s'il fait souvent des finales et des demi-finales, il gagne pas de titre. Et je pense que pour un joueur à ce niveau-là, ne pas gagner de titre ou en gagner très très peu, ça peut donner un coup à l'ego. Donc là, à mon avis, il retourne sur ces tournois pour se redonner un petit coup de boost, et puis aussi, et surtout, gagner des points et être un peu plus tranquille au Singapour Smash, parce que là, il y a le Champions, où il n'y aura pas Wang Chuxin. S'il le gagne, il aura 1000 points, mais il y a encore 1000 points qu'il devra défendre au, euh, au Smash de Singapour. Et s'il fait pas finale, bah, il aura perdu des points. Donc c'est pour ça qu'il fait ces deux tournois, sachant que s'il gagne le Star Contender et le Contender, ça lui donnera 1000 points en plus. Donc au total 2000, et il pourra aller au Singapour Smash, l'esprit tranquille, plus relâché, et on sait tous qu'un joueur de ping, quand il est relâché, normalement, il joue mieux. Donc voilà. Je pense que ça aussi, cet aspect comptable pour Lin Chidong qui explique ce choix de participer à ces tournois. Et pour Liang Jin-kun, bah, lui, c'est peut-être un peu plus de la confiance, parce que bon, il a été grandement handicapé par les blessures à partir du deuxième tiers de la saison passée. Hein. Pourtant, il avait fait un super début de saison avec une finale au Singapour Smash, finale en Coupe d'Asie, demi-finale à la Coupe du Monde et au Championnat du Monde, oui. Donc c'était un super début de saison, et après, plus rien, il était blessé, et en revenant, ça allait pas trop non plus. Donc ouais, Liang Jin-kun, je pense que lui, c'est davantage mental, parce qu'au niveau des points, enfin voilà, je pense que qu'il soit 7ème, 11ème ou 4ème, ça lui change pas grand-chose. Donc ouais, à voir les résultats de ces joueurs sur ces tournois, parce que s'ils arrivent à les gagner, tout le monde dira c'est normal, et je pense que pour eux ça leur fera du bien, mais s'il y a des défaites, ça peut, euh, ça peut avoir des répercussions, je pense. Allez, dernier point de cette vidéo fleuve que j'aimerais aborder au sujet de la WTT, c'est les droits de diffusion. Voilà, bien sûr, je vais parler des droits de diffusion que nous connaissons le mieux, ceux de la France. Donc bon, comme vous le savez probablement, c'est officiel, voilà. L'équipe récupère les droits de la WTT pour les 3 saisons à venir. Bon, j'ai vu beaucoup de messages de personnes énervées, des personnes déçues, peut-être des personnes qui ont pleuré, qui ont eu des idées noires. Franchement, les amis, ça va aller. C'est vrai que, bon, ça n'a pas toujours été parfait dans le passé, avec le ping-pong, avec le badminton, pour ceux qui suivent un peu, c'est pas toujours super. Mais faut leur laisser leur chance. Là, il n'y a pas encore eu de tournoi, on peut pas râler, voilà. C'est sûr que RMC faisait un super travail, et que les mus, tout ça, vont nous manquer. On est d'accord. Mais l'équipe, enfin, c'est quand même une grande chaîne. Ils ont de l'argent, ils ont des moyens. Je pense qu'ils ont aussi une capacité d'écoute. Ils peuvent écouter leur communauté, la communauté ping, pour améliorer, trouver des compromis, faire en sorte que tout le monde soit content. Voilà. Faut pas s'attendre à ce que ce soit parfait dès le début, bien sûr, mais je pense que ça peut devenir vraiment bien, et de toute façon, ça va être 3 ans, donc on n'a pas le choix. Va, dans tous les cas, falloir prendre sur soi, parce que bah, ils ont des intérêts, nous on a des intérêts, bien sûr. Voilà, faut faire avec, et oui, je pense que ils peuvent faire des efforts, ils peuvent réussir à nous écouter, à faire des compromis. Franchement, je m'inquiète pas trop. Et au pire, dans tous les cas, il y a des solutions qui existent. Je ne vais pas vous les donner. Mais il y a des solutions qui existent. Dans tous les cas, on va pouvoir regarder le ping-pong, les amis. Vous en faites pas. Et dans tous les cas, je continuerai les vidéos en 2026. Ça y est, je l'ai annoncé. Le mot de la fin pour vous remercier. Et oui, la chaîne a 1 an, à peu près, quelques jours, quelques heures près. Une année qui a été assez intéressante pour moi. J'ai pas mal appris. J'ai fait des erreurs. J'en ferai encore, bien sûr, j'en fais certainement dans cette vidéo, mais je continue d'apprendre, je continue de partager ma passion, c'est ça le plus important. Et même si je suis pas toujours super régulier, pas toujours super précis, pas toujours parfait, ni dans le montage, ni dans ce que je dis, ni dans les choix que je fais, et ben désolé, j'essaye de m'améliorer au quotidien, et j'espère que ça continuera. Merci pour les super retours que j'ai eus sur plein de vidéos, les stats vraiment super bonnes, et que j'ai agréablement, j'ai été agréablement surpris plus d'une fois. Donc merci beaucoup, on continue en 2026, on va tout péter, ça va être trop fort. Et voilà, je vous dis à très très bientôt, passez un bon réveillon du nouvel an, et à bientôt sur Pivot du Revers. Ciao ciao.